Bonjour, du coup aujourd'hui je suis avec Jean-Philippe Bonjour, qui est ostéopathe et kiné et acupuncteur. ok. Et je me disais, est-ce que tu peux te présenter, mais du coup au-delà de juste ton métier, comment est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu? Alors, qui je suis La première chose qui me vient en tête, c'est de dire que je suis un citoyen très lambda qui a grandi donc en France, à l'est de la France, issu d'un père qui était directeur administratif de banque, d'une mère au foyer. J'ai grandi dans un village, j'ai deux grands frères qui sont ingénieurs, tous les deux. Et j'ai parallèlement, il y a quelques années, lancé un mouvement social qui s'appelle le MOSICA, Mouvement pour une civilisation consciente et autonome. Et d'ailleurs, tu peux Voilà. nous parler un petit peu de ce projet, nous le présenter Brièvement, déjà brièvement, ouais. peut-être dans un premier temps. Le MOSICA propose de passer à une autre société, donc un véritable changement de paradigme dans le sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas une réforme de ce système-là, c'est ce système-là on jette à la poubelle. Il y a vraiment la création de quelque chose de totalement nouveau. On pourrait le résumer en deux grandes lignes. C'est un système de gestion sans argent. Et j'insiste bien, un système de gestion, parce que lorsqu'on parle d'un monde sans argent, on a l'impression que tout est possible et tout le monde peut faire n'importe quoi. Et un système de prise de décision sans dirigeant. Mais là aussi, c'est un système qui est plus ou moins organisé. Donc si je voulais résumer le MOSICA, ça serait de nous inviter tous à passer à une société sans argent et sans dirigeant. D'accord. Et comment est-ce que tu as eu cette idée? Quand est-ce que ça a commencé à germer dans ta tête Eh bien, avec les quelques décennies que j'avais déjà vécues sur cette terre et dans cette société, je constatais déjà que quels que soient les présidents qui s'enchaînaient, je ne voyais pas la différence de trajectoire dans ma vie, dans la trajectoire globale de l'humanité. C'était en 2012 que ça commençait à germer, donc il y avait comme une accumulation de problèmes. On commençait à parler beaucoup de l'anthropocène, du réchauffement climatique, l'épuisement des ressources. C'était 4 ans après la crise des subprimes. Et la crise des subprimes, ça m'a fait réaliser deux choses. C'est que déjà, personne ne comprend rien au système, tellement qu'il est compliqué. Et que ceux qui le dirigent ne le maîtrisent pas. Ou alors s'ils le maîtrisent et qu'ils avaient contrôlé la crise des subprimes, ça sera encore pire. Dans tous les cas de figure, il y a quelque chose dans lequel on est absolument tous d'accord, c'est qu'un changement de société doit avoir lieu, c'est un ressenti. Et le premier réflexe qu'on doit avoir, et que j'ai eu, qui est dans la lignée scientifique, c'est d'analyser toutes les options. C'est René Descartes qui disait que pour atteindre la vérité une fois, il faut se défaire de toutes ses connaissances. Et donc, dans nos connaissances, c'est pas seulement comment on pourrait faire que l'argent soit mieux réparti, etc. C'est est-ce que l'argent est nécessaire? Ça doit faire partie de notre champ de questionnement qu'on doit avoir aujourd'hui. À la base, je n'étais pas plus partisan de cette solution-là que d'une autre solution. Je dirais, moi, dans mon parcours personnel, je n'ai pas connu de problème financier particulier, je n'ai pas de quoi en vouloir spécialement à l'argent. Par contre, je l'ai analysé de manière, je pense, assez objective par rapport à cette option que nous avons, parce que nous l'avons devant nous. Il n'y a pas que voter qui est possible, il n'y a pas que manifester, il n'y a pas que signer des pétitions, il n'y a pas que changer notre façon de consommer, il y a la possibilité quelque part, dans le champ des possibles, de jeter tous les moyens de paiement, de ne plus les utiliser pour clôturer ce système, en créer un nouveau. Donc au début, c'était juste ça le questionnement. Après, je sais très bien comment on fonctionne, parce que j'ai ressenti en moi ce que tout le monde ressent, c'est que la première idée, c'est de dire, voilà, c'est juste pas possible. Ouais. Mais ce qui, moi, me questionnait, c'est que le c'est pas possible comme ça, il venait de quoi? Puisque je ne connais pas le système non marchand, que j'ai grandi dans ce système marchand, j'ai fait mon développement cognitif, mon développement culturel avec ce système-là, et en même temps, sans savoir et sans réfléchir, j'ai envie de dire non, c'est pas possible. Donc, une petite loi me disait que ça s'appelle du conditionnement. On est très très fortement conditionné à fonctionner comme ça. S'il y avait une vraie raison pour ne pas passer d'un système non marchand, d'en finir avec l'argent, il fallait que je sache pourquoi. Mais plus j'ai creusé, moins j'ai trouvé en fait quelle raison il y aurait que ça ne fonctionne pas sans argent, surtout aujourd'hui. Je peux comprendre qu'il y a 2700 ans, lorsque la monnaie telle qu'on connaît aujourd'hui a été créée en Mésopotamie, ça puisse exister, mais on a 2700 ans de technologie, de système de gestion, de système de mesure qui nous permet de nous débarrasser de ce qui était peut-être nécessaire à une époque donnée. Et donc, à vrai dire, plus j'ai creusé cette affaire-là, plus je suis même tombé sur plein de bonnes nouvelles. Ce que j'appellerais des bonnes nouvelles, c'est qu'à chaque fois que je me dis non, c'est pas possible à cause de ça, je réalisais qu'en fait non, ça retournait le phénomène dans le sens inverse. Je te donne un exemple. On se dit que s'il n'y avait pas d'argent, et que donc si c'était gratuit, les gens, ils abuseraient, ils en prendraient trop. Ouais. C'est quelque chose qu'on se dit.
Mais à vrai dire que si tu n'as pas d'argent et que tu as besoin d'un service de quelqu'un ou d'une compétence de quelqu'un, eh ben, tu ne peux pas demander la quantité que tu veux, parce que le client n'est pas roi. En fait, le fait d'avoir de l'argent, tu peux prendre des quantités aberrantes qui ne respectent pas les limites de nos ressources. Mais s'il n'y a pas d'argent que tu dois et que tu n'arrives pas à acquérir par toi-même ce dont tu as besoin, tu vas forcément demander à quelqu'un d'autre, et donc du coup, il y a quelqu'un en face de toi. Si tu vas voir un boulanger, je donne un exemple en lui disant, allez, maintenant que c'est gratuit, je vais prendre 20 baguettes. Déjà, ça serait très étonnant de fonctionner comme ça. Mais il aura toujours lui qui pourra dire, bah, écoute, non, d'habitude, j'ai 15 personnes qui viennent me voir, tu n'en auras pas 20, tu n'en auras qu'une seule. Voilà. Donc en fait, il y a plein de garde-fous qui s'installent dont on ne réalise pas en tant que personne conditionnée. On ne réalise pas qu'en fait, l'absence d'argent, c'est l'absence des dérives que nous connaissons actuellement. Donc voilà. Et donc, plus j'avançais un peu dans mon raisonnement, à la base, je ne pensais pas du tout créer un mouvement, ce n'était pas du tout ça la démarche, mais c'est que je réalisais qu'en fait, il y avait peut-être une porte de sortie que les gens oubliaient et qui est peut-être la plus salvatrice. Et mes conclusions ont abouti que c'était même pas que la meilleure des solutions, c'est la seule des solutions. Et pour expliquer, et ça parce que c'est totalement vérifiable par tout le monde, et il n'y a pas besoin d'être un économiste ni un scientifique pour le comprendre, c'est de faire la liste de tout ce qui disparaîtrait s'il n'y avait plus d'argent. Et je pense qu'on ne réalise pas tant qu'on ne l'a pas fait. Donc, on part des choses de base, c'est donc plus de salaire, plus d'impôts, plus de factures, plus de dettes, plus d'inégalités, plus de corruption, plus de trafic d'enfants, trafic de femmes, plus de concurrence dans le sens commercial. La concurrence, c'est toute une arborescence de conséquences absolument désastreuses. Genre même aujourd'hui, ceux qui sont dans la mouvance de transition, qui vont créer des petits marchés bio et locaux, ils sont en concurrence entre eux. Et certains, ils ferment. Ouais. Voilà. En fait, croire que l'argent est un outil qu'il faut bien utiliser, c'est à la fois faux et extrêmement réducteur. L'argent n'a pas besoin d'une pensée pour nous imposer un mode de fonctionnement. Ne serait-ce que de tout le temps devoir vendre pour ne pas fermer. Si toutes les entreprises poussent tout le temps à faire consommer, forcément on a un épuisement des ressources. Forcément on a de l'obsolescence programmée, on est en veille de publicité. Donc on a toutes ces démarches-là qui se mettent en route. J'en reviens à ma liste. Faites la liste de tout ce qui disparaît, vous allez trouver à peu près une quarantaine de problèmes. Vous la mettez sur une colonne à gauche d'une feuille, et à droite, mettez n'importe quelle autre alternative. Et le but est simple, c'est vous cocher si vous en avez une autre qui permet d'effacer 265 000 milliards de dollars de dettes, de remettre les inégalités à plat, avec les 1% les plus riches et la pyramide des richesses. En fait, il n'y en a qu'une qui peut permettre aujourd'hui de sortir de là où on en est, c'est qu'un jour, massivement, nous jetons les moyens de paiement, nous ne les utilisons plus. Et donc ce tableau-là, il nous permet de comprendre deux choses, c'est que donc, nous savons tous que nous sommes dans une trajectoire catastrophique au niveau social, au niveau écologique, dont tous nos outils habituels ne fonctionnent pas. Voter, manifester, signer des pétitions, ça ne fonctionne pas, la trajectoire reste toujours la même. Ce tableau, il nous dit qu'on peut rompre cette trajectoire en jetant les moyens de paiement. Et ce que nous dit aussi le tableau, c'est que la trajectoire sera toujours la même tant que nous ne le ferons pas. Voilà. Donc c'est à la fois une bonne proposition et une unique proposition. Je pense que voilà, c'est le seul talon d'Achille qu'il y a au système, c'est pas de l'utiliser différemment notre argent, c'est de ne plus l'utiliser. Et comment est-ce que tu vois que ça pourrait aboutir? Est-ce que ce serait plutôt, par exemple, comme un mouvement comme tu lances et qui se fait reprendre peut-être par d'autres gens dans différents pays? Ou alors ce serait vraiment qu'il faut qu'il y ait un effondrement global au niveau de la planète pour que vraiment on puisse passer à un autre système comme ça? C'est la grande question. À vrai dire, je ne me pose pas la question de savoir est-ce qu'on va y arriver, mais c'est plutôt quand on va y arriver à ce monde sans argent. D'accord. Que ce soit la méthode Nausicaa ou une autre méthode. Je ne me pose vraiment pas du tout la question de savoir est-ce qu'on va y arriver, c'est quand on va y arriver. Mais il pourrait y avoir deux questions en fait là-dedans. C'est quand est-ce que c'est possible? Techniquement, c'est possible dans quelques années. Le projet Nausicaa, il permet vraiment dans quelques années en fait, d'y accéder. Parce qu'il ne dépend pas de moyens financiers, il ne demande pas du temps à s'investir là-dedans, il ne demande pas d'énergie, il ne demande pas de l'argent, il ne demande pas l'accord des dirigeants. Donc en gros, la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est quand vous voulez. C'est vraiment quand vous voulez. Si vous voulez que ce soit dans 3 ans, on s'y met tous, mais dans 3 ans, on clôture ce système capitaliste, qui est le système monétaire aussi. Ensuite, ça c'est la marge la plus courte, qui dépend de nous. Je ne peux que vous inciter à y engager tous les jours pour que vraiment on accélère cela. Parce que bon, plus on attend, plus les dégâts environnementaux s'élargissent et sont plus difficiles à récupérer. Ensuite, la fourchette haute, il y aura forcément ou l'écroulement qui nous poussera de façon vers cette sortie-là.
Donc l'écoulement, là on va rejoindre un peu le monde de la collapsologie, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que la collapsologie, si je cerne bien vraiment ça, il y a deux axes en fait qui vont d'effondrement. Il y en a un qui est sur l'aspect environnemental, donc ça veut dire le stress hydrique, la perte des végétaux, de nourriture, etc. Et dans ce cas de figure, il vaut mieux sortir du système marchand le plus rapidement possible. Et l'autre cas de figure, c'est la rareté des ressources, et principalement celle du pétrole, qui fait que de toute façon, si le pétrole devient rare, il va devenir extrêmement cher, ça ne pourra pas faire fonctionner tout le système, ça va se répercuter sur les prix, tout le monde va s'effondrer, tout le monde va devenir pauvre. Donc soit on est tous pauvres pour des raisons artificielles, c'est-à-dire que c'est des chiffres virtuels sur nos comptes en banque qui nous indiquent moins 2000, moins 3000, moins 50 000, soit personne n'est pauvre parce qu'on arrête d'utiliser ça et on utilise les ressources dans un système qui est non marchand. Donc beaucoup moins consommateurs de toute façon en pétrole et beaucoup moins consommateurs en énergie. Et qu'est-ce que tu penses des nouvelles technologies? Parce que je me suis posé la question hier et je me suis dit oui mais avec peut-être grâce à cet argent on a réussi à créer le smartphone qui nous filme et tout ça. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans argent et est-ce qu'il est préférable de garder ces technologies mais en trouvant des moyens d'échange du coup? Ou alors il faudrait aussi que ces technologies disparaissent pour revenir à un état où la Terre est plus reposée au niveau des ressources premières et tout ça? Alors, je pense que la réponse la plus juste est entre les deux. Je pense qu'il faut surtout éviter de vouloir faire du blanc ou du noir là-dessus. Ça serait dommage de ne pas utiliser la technologie qu'on a aujourd'hui qui pourrait nous débarrasser de tellement de pénibilité. Ensuite, la technologie a des conséquences très fortes sur l'environnement. Il y a Jean-Marc Jancovici qui racontait dans une de ses conférences qu'entre un appareil électroménager ancien qui est extrêmement anti-performant en termes d'énergie, d'utilisation d'eau, d'électricité, tout ça, vaut mieux l'utiliser encore 30 ans qu'en faire un nouveau qui serait hyper performant. Parce que rien que la construction du nouveau aura plus de dégâts que les 30 années. Voilà. Donc c'est parce que l'extraction des matériaux, la transformation des matériaux, c'est des gaz à effet de serre qui sont extrêmement nocifs. Donc il y a un juste milieu à trouver là-dedans, dans lequel le MOSICA n'impose pas, en fait. Parce que justement, nous, ce qu'on veut, c'est pas dire... Nous, notre message est fort en disant supprimons vraiment l'utilisation de la monnaie. Vraiment, ça, il faut le faire. Par contre, pour tout ce qui est modalité d'organisation, utilisons notre intelligence collective. C'est pour ça qu'on prévoit déjà en ce moment de se réunir dans des assemblées dans le mode d'organisation. Donc, si on ne peut pas acheter, ce que l'on veut, comment ça fonctionne. Donc, ça serait à chaque secteur d'assurer gratuitement son rôle pour les autres. Donc, le secteur de la santé assure son rôle pour les autres, et ainsi de suite. Ce qui est bien, c'est que chaque secteur peut s'auto-gérer. Donc, en fait, à savoir comment cela fonctionne. Donc, le mode de raisonnement, c'est le partage, par exemple pour l'alimentation. Pour ce qui est plutôt rare, on en dit. Tout le monde est au courant de ça, qu'on pourrait vivre sans argent. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement quand on habite par exemple en ville, qu'on a un loyer à payer et tout ça, et que on n'a pas la possibilité d'habiter à la campagne, on n'a pas de voiture, avec tous ces gens qui sont déjà au courant et qui sont dans ton projet, est-ce que ça serait du coup l'occasion de créer une sorte de communauté ensemble et de vivre dans un endroit où il n'y a pas d'argent de base, ou alors habiter en ville, continuer notre vie et ne plus utiliser d'argent, mais du coup comment on fait avec tous ceux qui continuent à l'utiliser, quoi? Alors, à vrai dire, l'un comme l'autre est quasiment impossible. Ok. Voilà, c'est dans la méthode de comment passer dans une société non monétaire, il y a la première chose sur laquelle on est tenté, c'est de commencer par des petites communautés. Stratégiquement, je pense qu'on est tous pareils en train de se dire commençons par des choses qui sont petites. C'est séduisant parce qu'il y a un côté progressif, on y va lentement, mais c'est quasiment impossible parce qu'il faut réussir à trouver un endroit qui soit complètement détaxé d'impôts d'État, tout ça. Il faut réussir à acheter tout ce dont on a besoin sans faire d'emprunt, parce qu'après, impossible de le rembourser puisqu'on c'est pas salarié. Sur une petite zone, c'est impossible d'être totalement autonome, du sel, des vêtements. Et si on arrive sur une petite, aussi difficilement que ça, sur une petite zone, on a une crainte, ça ne veut pas dire que ça va forcément être ça, mais une crainte que, en fait, on est une très mauvaise vitrine. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'un monde sans argent est un monde où on n'a pas de modernité, où on retourne en arrière dans un côté hyper archaïque, ou voilà, c'est pas ça qu'on... voilà. Avec les capacités de tout le monde aujourd'hui, s'il n'y a plus d'argent, on a capacité pour tout le monde d'avoir déjà tout le monde un logement, tout le monde est nourri tous les jours.
déjà au minimum ça. On a l'électricité, on a quand même, on a cette possibilité-là aujourd'hui. Vouloir créer cette petite assemblée aujourd'hui, à mon avis, et donc, on est à 100% pour le faire. C'est-à-dire que Mosika, si quelqu'un nous dit, est-ce que, on cherche à faire une communauté comme ça, on va tout de suite passer l'annonce, on essaye, on veut que ça se fasse. La seule chose, c'est qu'étant donné que c'est difficile, et on a déjà l'expérience de dire que c'est difficile, parce que beaucoup essayent, ils n'y arrivent pas pour toutes ces raisons financières. Donc, à partir de là, le problème, c'est que si ça fonctionne et que tout le monde a le déclic, la méthode là, en fait, elle est trop compliquée. D'accord. Puisqu'en fait, il faut trouver tout un financement énorme pour des outils qui ne doivent plus jamais s'user. Parce que si vous prenez, je ne sais pas, une éolienne, des photovoltaïques, constamment en panne, comment vous faites? Il va falloir racheter de l'extérieur. Voilà. Donc en fait, c'est là où on est. En termes de méthode, c'est compliqué. En termes de vitrine, ça peut être intéressant, à condition que ce ne soit pas une vitrine qui montre quelque chose qui serait un peu précaire, un peu archaïque. Voilà. Donc la méthode la plus simple, même si elle peut paraître compliquée, elle peut paraître pharaonique, c'est de jeter simultanément les moyens de paiement ensemble, massivement, le même jour, à l'échelle vraiment le plus globale possible. Ça, c'est le meilleur moyen, parce qu'on a à la fois toutes les compétences qui sont réunies, toutes les connaissances, toutes les ressources. Trouver une zone très isolée, c'est, imaginons que la France, qu'il n'y aurait que la France qui soit comme ça. Comment on fait avec les pays étrangers par rapport, parce qu'en plus on a des dettes extérieures qui sont colossales. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est pas... mais le truc, c'est un questionnement à avoir. Ensuite, si on vise que la France ou que l'Europe, et qu'on laisse l'Amazonie en train de raser tous les arbres, ça ne sert à rien. Donc de toute façon, il faut éradiquer le système marchand partout. Donc à partir de là, ça c'est... Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est quelque chose qu'on saura en cours de route. Il faut avancer. Le principal, c'est d'avancer, de ne pas se dire est-ce que ça va marcher pour avancer. Et vraiment d'avancer, de se retrouver dans les assemblées de quartier qu'on propose actuellement, qui, avec le biais de leur porte-parole, créent des assemblées de ville, puis après des assemblées, donc on a une structure qu'on appelle l'ODG, on pourrait en parler peut-être après, donc l'Organisation démocratique globale, qui est donc ce système de structuration, de prise de décision commun, qui fonctionnerait sans dirigeant, et de basculer un jour pour ne plus utiliser le moyen de paiement. C'est le moins fatigant pour tout le monde, c'est le plus simple, il n'y a pas besoin d'investir, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. En attendant, on peut, dès aujourd'hui, faire déjà de la gratuité. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que moi, je veux bien, c'est dans mes principes et dans mes valeurs de faire de la gratuité, mais j'ai mes charges. Et donc je ne peux pas respecter mes valeurs, parce que de toute façon, il faut que je paye mon loyer, ma nourriture. Et tant que je te facture, et que toi tu me factures, et que je te facture, nous nous piégeons tous ensemble. Là, c'est ça le problème, c'est que nous sommes tous piégés ensemble. Donc il faut qu'on crée vraiment un système, je pense, c'est mon point de vue, un système de basculement massif, ensemble, le plus large possible pour vraiment éradiquer cela partout. Mais en attendant que ce jour arrive, si on fait un peu de gratuité, d'autonomie alimentaire, c'est, je pense, hyper important. Parce que dans Mosika, il y a un mouvement pour civilisation consciente et autonome. C'est l'autonomie dans le sens de prendre des décisions sans dirigeant, l'autonomie de décision, et aussi l'autonomie alimentaire, l'autonomie d'enseignement, et ainsi de suite. Quand tu dis ça, ça me parle, parce que ça peut vraiment se faire petit à petit. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à vouloir acheter une maison, avoir leur potager, acheter leur terrain. Mais du coup, si on arrive à basculer dans ce monde sans argent, qu'une grosse partie de la population le fait, qu'est-ce qu'on fait avec nos dirigeants du coup? Après, qu'est-ce qui se passe avec eux, tu penses? Le monde ne leur appartient pas, il faut arrêter de se préoccuper de la vie des dirigeants. C'est pas leur monde. Si on est 99% à vouloir ce monde-là, on leur demande pas leur avis, il ne faut pas leur demander leur avis. Je suis désolé, il faut arrêter de se préoccuper d'eux. Et tu disais quoi? Ça s'appelait comment l'OCD? ODG. ODG. Organisation démocratique globale. Donc c'est notre modèle de prise de décision autonome que nous proposons, qui est globalement le cœur de la première étape du projet Mosika. C'est-à-dire de se retrouver dans des assemblées de quartier pour justement déjà développer de l'autonomie alimentaire, développer de l'entraide entre nous. Et c'est les porte-paroles des différentes assemblées de quartier d'une ville qui forment l'assemblée de la ville. D'accord. Ensuite, les porte-paroles des différentes communes d'une même région forment le niveau 3, qui est le niveau de ce qu'on appelle la zone ressources, parce que c'est là où on comptabilise les ressources qu'on a disponibles, celles dont on a besoin, celles dont on peut apporter, celles dont on peut demander. Voilà. Quatrième niveau qui correspond au niveau national, et cinquième niveau pour les questions qui concernent toute la démographie, toute la planète, comme par exemple la gestion de la démographie. Parce que nous sommes 7,5 milliards, ça augmente très très vite, il faudra un moment avoir une politique d'incitation à peut-être faire moins d'enfants. Et donc,
dans le cœur de l'ODG, ce qu'on a, c'est que les assemblées sont autonomes. Elles sont autonomes dans ce qui les concerne. C'est-à-dire qu'un quartier peut fonctionner sur, si on prend l'heure de tapage nocturne, ça peut être de manière différente d'un quartier voisin. Tu vois, on peut avoir ça. La ville de Strasbourg peut fonctionner de manière différente que la ville de Lyon sur les quantités horaires de travail. S'il y en a qui veulent que ce soit absolument 10 heures par semaine, ce sera 10 heures par semaine. S'il y en a d'autres qui disent c'est pas très logique parce que là, les professionnels de santé doivent travailler plus, donc autant les laisser travailler plus. Enfin, voilà. Donc il y a plein de modalités différentes. Nous, on n'en impose aucune. Donc les assemblées sont autonomes dans ce qui concerne et implique que ce niveau-là. D'accord ? Si vous ne voulez pas qu'il y ait de porte-parole, mais que ce soit un logiciel, vous mettez un logiciel dans lequel vous proposez des initiatives et que tout le monde vote et fait des amendements. Donc c'est quelque chose pour respecter un maximum de nuances qu'il y a dans le monde, entre toutes les cultures, toutes les sensibilités. Même en France, il y a des villes qui ont des personnalités. On sait que Marseille, c'est différent que Lille, etc. Enfin, voilà, on en parlait un petit peu avant. Donc c'est pour ça que le modèle unique, on n'en a pas envie. Je ne pense pas que ce soit ni nécessaire ni profitable. Donc voilà, donc c'est un système de gestion autonome un peu par palier comme ça. Et ce qui est important, c'est que les porte-paroles ne sont pas dirigeants, ils ne peuvent pas l'être. Parce qu'il y en a qui nous disent, oui, mais alors les porte-paroles qui forment l'Union nationale, ils ne peuvent pas diriger, parce que si les 15 ou les 20, ils disent, bon, maintenant vous allez nous obéir, ça va juste faire rire tout le monde, ils n'ont pas de capacité, en fait. En fait, de toute façon, c'est de l'administration. Si on recueille des idées, on recueille des initiatives, on les fait mûrir, on cogite ensemble, on fait voter, si on doit faire voter, on essaie de trouver le consentement. Donc, de toute façon, quelqu'un qui donnerait quelque chose sur la formulation d'un ordre, ça sonnera déjà fou pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça que nous voyons l'ODG. Et par rapport à... Donc, s'il n'y a plus de dirigeants, tout ça, bon, ce sera très bien déjà pour beaucoup de choses, parce que comme tu dis, avoir un modèle unique pour tout le monde et toutes les villes, ça ne fonctionne pas non plus, parce que tout est différent, donc il faut s'adapter. Mais il n'y aurait pas ce problème qui pourrait arriver que, même sans argent, il y a des gens qui veulent quand même prendre le pouvoir et... Tu sais, comme on peut dire dans les tribus, un peu ce cliché que y en a qui disent c'est moi le chef maintenant et tout le monde m'obéit parce que je suis le plus fort. Ouais, mais alors ça en fait c'est un mythe. Ouais. Le chef de tribu qui a du pouvoir, c'est totalement un mythe. Il faut lire des anthropologues comme Pierre Clastre. En gros, on se l'imagine comme ça, mais en fait, dans les tribus, que ce soit d'Amazonie, indienne ou africaine, le chef de village n'a strictement aucun pouvoir. C'est généralement quelqu'un qui a plutôt des capacités de parole et qui est plutôt un pacifiste, qui a cette capacité on va dire oratoire de calmer. Donc on va se référer à lui pour peut-être calmer les tensions. Il peut être quelqu'un qui va diriger une chasse, mais dans le sens que c'est plus facile de coordonner une chasse quand il y a quelqu'un qui va être un bon guerrier, on va dire. Mais par contre, dans toutes les tribus là, si jamais il ne fait pas son rôle, au revoir, rapide, ils en donnent un autre. D'accord. Voilà, voilà. Il y a peut-être eu à certains endroits des personnes qui avaient du pouvoir, mais c'est totalement plus anecdotique que la règle générale. Alors, est-ce que sans argent, certains pourraient avoir du pouvoir ? La question, pareil, il y a une nuance, mais on m'a déjà dit, le pouvoir d'un homme sur une femme. Oui, là, si on parle du pouvoir tel qu'on a aujourd'hui, le pouvoir de masse, c'est pas possible sans argent. De ce niveau-là, les 1% détiennent quasiment toutes les ressources. C'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Mais pourquoi tout vient par l'argent ? Parce qu'il y a deux formes de pouvoir. C'est le pouvoir financier. Donc forcément, s'il n'y a plus d'argent, ils n'ont plus ce pouvoir de hiérarchie, d'ordonner, d'avoir les ressources avec le nom signé qui leur est donc légalement est attribué. Et il y a le pouvoir politique, mais qui sont souvent un peu main dans la main quand même l'un des deux là. Mais le pouvoir politique, comment il fonctionne ? Il fonctionne uniquement parce qu'ils ont des fonctionnaires qui font appliquer les lois. Et les fonctionnaires nous sanctionnent si on n'obéit pas aux lois. Mais pour quelles raisons les fonctionnaires font ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont d'accord avec les ordres ? Non. Parce que s'ils ne font pas ça, ils n'ont pas de salaire. Voilà. En fait, le piège se ferme en fait à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est étonnant dans les mythes qu'on a. On croit que l'argent a été créé pour faciliter les échanges. C'est vrai ? Ouais. Et c'est faux. Voilà. D'ailleurs, en fait, ça fait partie des choses où on croit. En fait, la société du troc n'a jamais précédé l'argent et n'a jamais été le préambule qui a nécessité à un moment de créer de l'argent. Ça, c'est Aristote qui a lancé ce mythe-là.
À un moment, il a pensé que c'était peut-être ça, et ça avait été repris par Adam Smith, qui est le père fondateur des sciences économiques modernes. Et depuis, ça a été dit partout, dans toutes les écoles, dans toutes les facs d'économie. Et donc, du coup, c'est rentré dans un mythe que le trox, au début, ils ont dû commencer comme ça. Et donc, puisque moi, si j'ai que de la poterie à te donner et que toi, ça ne t'intéresse pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut trouver un truc, une sorte de médium universel. Et donc, on a créé l'argent. L'argent a été créé, pour un truc qui peut paraître étonnant, c'est pour rémunérer les armées. D'accord. Pourquoi ? Okay. Parce que si tu as une armée de 5000 hommes, pour les nourrir, il faut presque autant de personnes. S'ils se déplacent pour défendre une zone du territoire, comment tu fais pour les nourrir ? Tu ne vas pas faire des va-et-vient de 200 km avec des calèches pour leur apporter de la nourriture, et tu ne vas pas non plus commencer à faire pousser des champs à ce niveau-là. Donc le plus simple pour eux, c'était de créer des marchés partout pour que les soldats n'aient pas à piller leur propre village. D'accord. Et donc tout le monde, donc ils ont commencé à dire, tenez, voilà de l'argent, vous allez vendre ce que vous faites, vous allez gagner de l'argent qui va vous permettre d'acheter, et on va vous prendre une partie de l'argent, l'impôt, qu'on va donner aux soldats, et que les soldats pourront vous acheter sans vous piller. Voilà. Et on sait que ça, c'était la raison qui a créé l'argent à la fois en Chine, de manière indépendante, avec la Mésopotamie. Les deux ont pensé à créer de l'argent exactement pour les mêmes raisons. C'est marrant. Une raison, en fait, liée à l'armée. Donc c'est là aussi que tu comprends qu'aujourd'hui, nous, on est persuadés de... Ça nous paraît extrêmement naturel, mais en fait, on ne sait même pas pourquoi. C'est vrai. C'est juste naturel, ça nous paraît indispensable, mais on ne sait même pas pourquoi. Mais il y a un livre de Michel Amaury, je crois, qui est un numismate, où dedans il disait que vraiment au tout début, il y a quand même une partie un peu obscure, on ne sait pas vraiment, parce qu'on sait que les grandes émissions de monnaie dans l'Antiquité sont tout le temps liées à des grandes guerres. Donc c'est vraiment pour une question d'armée. Il y avait une guerre, puis il fallait sortir de l'argent, créer des marchés, et ainsi de suite. Et par contre, au tout début, il y a une période vraiment où, a priori, on ne saura jamais vraiment pour quelle raison ça a été créé, parce qu'il n'y a pas vraiment de guerre vraiment dans les pièces vraiment les plus anciennes. Après, ce que je veux dire, c'est qu'une théorie, c'est ma théorie, mais en tout cas, elle tient la route. Si, imaginez que vous êtes un proto-État, un État vraiment très primitif, vous dirigez un petit peu un territoire, on vous a nommé roi parce que vous avez gagné une bataille qu'on vous considère comme bon. Mais vous avez en même temps, si vous devenez impopulaire, que vous voulez vraiment asseoir votre pouvoir, vous devenez vraiment quelqu'un de pouvoir, le problème c'est que si vous êtes le roi et tout seul, en fait tout le monde peut se retourner contre vous en état d'infériorité numérique. Par contre, si vous avez une armée qui punit les citoyens qui n'obéissent pas, là, à partir de là, vous allez commencer à avoir un vrai pouvoir autoritaire, tyrannique. Mais on se retrouve avec la même raison. C'est, oui, mais pourquoi mon armée m'obéirait si jamais je dis une connerie? Ils n'ont pas de raison. Et le seul truc qui permet un pouvoir de masse, c'est de créer l'argent. De créer un marché où vous allez avoir des fonctionnaires qui, à l'époque, étaient l'armée, qui allaient punir les citoyens. Et pourquoi l'armée allait obéir? Parce qu'en fait, tout est payant et tu ne pourras pas vivre sans ton salaire. Il n'y a que cette boucle-là, selon moi, qui permet ce qu'on appelle un pouvoir de masse. Comment des gouvernements qui sont en si petite infériorité numérique arrivent à contrôler 99% de la population mondiale, soit 7 milliards 400 et quelques, dans cet état d'infériorité numérique aussi fort et en étant aussi impopulaire. Il n'y a plus personne, on est d'accord, il n'y a plus personne qui croit aux dirigeants, qui croit à une sorte d'altruisme des dirigeants. Il n'y a personne qui se dit que là, ils sont vraiment préoccupés par ce qui va en train de se passer en bas. Enfin, personne, quoi. Donc, et cette boucle de domination massive, tu peux y réfléchir dans tous les sens, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas de l'argent, avec les fonctionnaires qui sont payés, qui ont besoin de ce salaire-là, qui ont peur de perdre leur boulot, et ainsi de suite. C'était peut-être pas pour rien qu'on faisait des écartèlements publics à une époque, ou des pendaisons publiques, pour en fait, c'est nous les dirigeants. Mais le vrai pouvoir de masse, pour moi, il a commencé à la création de l'argent. Avant, c'était pas vrai. Ils étaient peut-être élus rois parce que ils étaient vraiment populaires, ils ont gagné une bataille, ils ont défendu, ils étaient notre roi. Mais par contre, ils ne pouvaient pas continuer à diriger sans la création de la monnaie. Parce que c'est très vrai que même là, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans les actualités, moi personnellement, si je mets mon masque sur le nez quand je vois des
des gens passés de l'autorité, comme on dit, c'est juste parce que j'ai pas envie de payer 170 €, tu vois. Mais sinon, je respire, quoi. Ouais. Et la plupart des gens que je connais, enfin que dans mon entourage en tout cas, ils le mettent parce qu'ils ne veulent pas payer 170 €. Mais c'est toujours cette peur de devoir payer et de ne pas avoir ensuite assez pour survivre derrière, quoi. Oui, Donc, oui. Ouais, tout fonctionne de cette manière-là. Et c'est ça qui est... moi, j'ai eu quelqu'un qui me dit, vous savez, moi, l'argent, j'en ai strictement rien à faire. Mais il y a plein de gens qui, vraiment, la plupart des gens, ils veulent simplement avoir une vie simple. Enfin, voilà, ils sont pas là en train de... Voilà. Mais je lui dis, mais si demain, vous avez un accusé de réception qui vous dit que vous devez 1 000 € et que vous n'avez qu'une semaine à payer, puis là, il commence à se... Et en fait, on croit que l'être humain est cupide parce qu'il court après l'argent, mais on court après l'argent parce qu'on n'a pas le choix, on fait gaffe à l'argent parce qu'on n'a pas le choix. Il faut comprendre l'être humain individualiste, ça pour moi, il peut l'être comme il peut ne pas l'être, et je ne pense pas du tout qu'à la base on le soit naturellement, mais quand tu donnes 1 € à quelqu'un, c'est pas le problème de donner 1 €, c'est le problème de perdre 1 €. Parce que l'argent ne peut en aucun cas être considéré comme un simple outil, étant donné que plus tu perds ton argent, plus tu angoisses, plus tu es comme ça, plus comment je vais payer mes factures, plus comment je vais vivre le lendemain. Donc forcément, on a tous ce côté-là où l'argent devient quelque chose de central, où ça détruit les familles quand il y a les problèmes d'héritage. Il y a même un proverbe qui est horrible quand on y pense, c'est que les bons comptes font les bons amis, quoi. Ouais, j'ai jamais aimé ça non plus. Ouais, mais l'argent est au-dessus de l'amitié. Mais en plus, parce que le proverbe est juste, c'est-à-dire que c'est tellement oppressant l'argent, tellement indispensable, que le truc, si tu veux qu'on soit amis, il faut un minimum de... moi, si je te rends, enfin, voilà. Il y a ce truc-là, pour beaucoup de gens, c'est bien important, quoi. Mais du coup, ça devient une société qui est moche. Ouais. Elle est moche à tout point de vue. Sur la concurrence, quel que soit le métier que tu fais, que tu l'aimes, t'es en concurrence de ceux qui ont la même passion que toi. Et on ne peut pas sortir de... C'est totalement indissociable à l'utilisation de la monnaie. Et qu'est-ce que tu penses de... Parce que moi aussi, à un moment donné, je m'étais mis à penser comme ça, surtout dans les périodes où je n'avais pas beaucoup de sous du tout. Je me disais, il faut que je vois l'argent autrement. Et là, j'ai entendu des gens dont je pense très bien intentionnés de base, tu vois, qui disaient, mais écoutez, il faut voir l'argent comme de l'énergie. Et en fait, là où vous le mettez, c'est ce qui va vous rapporter ou pas quelque chose. Et je m'étais dit, oui, c'est vrai que des fois, il y a des dépenses que je fais qui servent strictement à rien. Et du coup, au lieu de mettre l'argent là-dedans, je vais le garder pour le mettre peut-être dans quelque chose d'autre. Et du coup, tu as des gens qui disent, mais l'argent, c'est pas du tout le problème, c'est qu'un outil. Et c'est ce qu'on en fait qui est pas bien ou pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent ça parce qu'ils ont eu la chance quand même, souvent d'avoir des parents qui avaient des sous de base pour pouvoir les lancer ou des choses comme ça, ou des gens qui ont travaillé très dur. Mais au-delà de ça, tu vois, dans ces quartiers, tous les gens qui ont que dalle quand ils finissent le mois et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y en a qui arriveront juste pas à avoir plus. Et tu penses quoi du coup de ces gens qui disent oui, mais c'est que de l'énergie, il faut savoir où on le met Est-ce que c'est une sorte de réalité aussi Non, on a un champ de possibilités avec l'argent qui vont avoir des conséquences plus ou moins bonnes, plus ou moins négatives socialement et écologiquement, mais qui est pris dans un cadre qui est hyper restrictif. En gros, tu es quelqu'un dans un wagon, tu peux changer de siège, on a une certaine, mais dans un truc qui va en fait dans la direction qu'on connaît, qui est la pire des directions possibles. Parce que, quelle que soit notre façon d'utiliser de l'argent, ça n'enlèvera jamais la concurrence. Tu achètes du pain à un boulanger, tu ne les achètes pas aux autres. Donc ça fait une organisation sociale où chacun, c'est même pas chacun pour soi, c'est chacun contre les autres. Dans toutes les entreprises, entre tous les pays, l'argent crée ce truc-là. Ça n'a strictement aucun rapport avec la façon dont on l'utilise. L'argent, plus tu en as, plus tu auras tendance à en gagner. Parce que tu peux justement investir, tu peux toujours faire un peu plus. Moins tu en as, moins c'est possible d'en gagner. Si tu n'en as pas, tu ne peux jamais t'en sortir. L'argent, ce jeu de concurrence, va entraîner quelque chose. C'est que un des critères déterminants à l'achat, c'est le prix le moins cher. Et c'est pour ça que maintenant les fringues, elles ne tiennent plus. Ouais. Toujours de moins en moins de qualité. C'est à cause de cette concurrence qu'on délocalise en Chine. Main-d'œuvre bon marché. Normalement, écologiquement, nous devons impérativement ralentir la consommation. C'est le mot d'ordre le plus absolu. Dans un système marchand, tu dois tout le temps faire consommer. Donc en fait, les plus gros paramètres sont tellement gros qu'on ne les analyse pas. Et en fait, cette analyse de dire l'argent c'est qu'un outil, c'est que là tu te visualises que toi, à ton petite échelle, en disant oui, bien sûr, Jean-Philippe Hubert, je veux dire, vaut mieux consommer chez son petit producteur local que dans une grande surface.
en attendant. Mais il ne faut pas se satisfaire de ça, il ne faut surtout pas se satisfaire de ça. Et je rajouterais même par rapport à cette histoire de l'argent, on dit que l'argent n'est pas une finalité en soi, c'est la finalité de toutes les entreprises. Enfin, on ne peut pas dire que l'argent n'est pas une finalité, c'est juste un outil. Je suis désolé, toutes les entreprises du monde entier, toutes les startups, PME, grosses entreprises, n'ont qu'un seul truc en tête, c'est de faire consommer des clients. Après, si jamais, peut-être au niveau écologique, on fera quelque chose, mais le numéro 1, c'est de faire consommer. Il faut en plus que ça tourne en permanence. Ouais. Le système marchand, en fait, si tu pédales pas, il tombe. Alors que l'environnement, c'est exactement le phénomène inverse. Il faut s'opposer, il faut poser le vélo et s'arrêter un moment, respirer. Voilà. Donc ces deux mécaniques sont totalement opposées en tout. De la même manière qu'il était impossible de rester assise et d'aller marcher dans la rue, le système marchand ne peut pas ralentir et accélérer. Et nous sommes là à la croisée des chemins où l'humanité n'a pas le choix parce que c'est l'environnement qui va gagner. Ouais, de toute façon. Donc le système marchand doit s'arrêter. Et là aussi où l'outil, l'argent n'est qu'un outil, suffit, et ça j'insiste tout le temps à regarder ça, c'est au niveau des sciences cognitives. Ça fait peut-être 15-20 ans qu'on a étudié l'impact de l'argent sur le comportement humain. Tu tombes de haut, quoi. Enfin, tu tombes de haut, non, tu sais bien que ça n'a que des impacts négatifs sur nous, donc ça ne t'étonne pas. Mais tu ne t'imagines pas à quel point c'est des impacts négatifs sur nous. C'est des études qui ont été faites à Harvard, à Shanghai, donc pas du tout politisées. Il y en a une qui est hyper intéressante, c'est celle qui a été menée par le docteur Peter Nash à l'Open University au Royaume-Uni. Tu prends deux groupes de volontaires, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils font là. Ils vont faire exactement la même série de tests. Sauf le premier, il y a un groupe qui va toucher de l'argent et l'autre ne va pas en toucher. Mais genre, vous pouvez compter il y a combien de billets sur la table, etc. Et l'autre, il va, en fait, je peux compter des jetons en plastique ou j'en sais rien. Et après, tu regardes leur comportement socialement, comment ça se passe. Il y a un truc qu'on peut trouver sur Internet, où tu les vois en caméra cachée, ils pensent même que les tests sont terminés, où ils croisent quelqu'un dans les couloirs de l'Open University, et quelqu'un qui fait tomber une pile de dossiers. Et en fait, tous ceux qui ont manipulé de l'argent regardent, ils continuent leur chemin. D'accord. Voilà. Alors que ceux qui n'ont pas touché de l'argent, ils s'arrêtent, ils aident, ça va, vous avez besoin d'un coup de main. Oui. Donc c'est même toi, même moi. Parce que c'est des gens totalement lambda. Ouais. Ça paraît bizarre, moi je me dis, non, moi je ramasserai et tout. Non, les tests, ils te montrent en fait, tout le monde à 99%, mais clairement, en conclusion, c'est sûr et certain qu'ils nous impactent. Perte de l'empathie, perte des valeurs éthiques, perte des valeurs morales, perte de l'honnêteté. Individualisme, plus. Et ça, c'est la même chose que certains me disent, oui, mais bientôt l'argent va plus exister matériellement, ça va être que des puces, des trucs comme ça. Mais ça ne change rien, parce qu'ils ont même démontré qu'un exercice qu'ils ont fait, au niveau des sciences cognitives, c'est de noter 10 mots qui ont un rapport avec l'argent, ce que vous voulez. Banque, dette, fric, pognon, machin, etc. Ils te refont les mêmes tests, c'est le même résultat. Ouais. Donc les conclusions sont sans appel. Il n'y a pas de bon système monétaire. Il n'y en a pas, ça fait sur 2700 ans, on ne peut pas dire que c'est la gloire en 2700 ans de réussite. Je veux dire, ça a été que domination, corruption, trafic d'enfants. Le plus vieux métier du monde, c'est quoi? Prostitution, on dit. Je veux dire, tout ce qui est... Ça ne marche pas. Mais par contre, ce qu'il faut réussir à dégommer comme idée, parce que il y a... moi, de mon expérience, parce que moi, ça fait quand même quelques années que je présente le projet et que je parle, il y a 3 barrières psychologiques qu'on a. La première, c'est de se dire, mais s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de salaire, qu'est-ce qui nous pousserait à travailler? Et généralement, une fois sur 2, la personne va trouver la réponse avant que je commence à la formuler. Oui, s'il n'y a pas d'argent, on va pas rester assis. Non, tout simplement, on va pas, c'est pas possible. On ne va pas rester assis parce qu'il n'y a pas d'argent. Personne ne se dirait, génial, il n'y a pas d'argent, on va venir m'apporter en hélicoptère ce dont j'ai besoin. Donc, on ne fonctionne pas comme ça. Ce qui nous motive aujourd'hui à travailler, ce n'est pas le salaire. Ce qui nous motive à travailler est payant. Donc on doit commencer par le salaire. Donc on court comme des acharnés après le salaire, mais ce n'est pas parce qu'on aime l'argent, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, sauf quelques-uns qui aiment bien vraiment l'accumulation d'argent sur leur compte. Mais ce qui ne reflète pas du tout les 99%. Si on prend sur le plan anthropologique, historique, personne n'a supposé que l'argent, le salaire a été créé pour motiver des sociétés à se mettre en place. Elles ont été en place, elles s'organisaient très très bien avant ça. Je peux accorder qu'à un moment, ça a permis en fait de créer une forme de gestion entre des communautés qui étaient plus éloignées, et nous a permis le monde moderne. Et c'est une époque où on n'avait pas nos outils d'aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas d'argent, on aurait forcément, naturellement, par
déjà nécessiter une organisation sociale qui se mettra en place. Comme si tu lâchais 50 personnes sur une île déserte, hein, ils ne vont pas attendre d'avoir un salaire pour commencer à faire des abris ou chercher la nourriture. La deuxième grande barrière, c'est de se dire oui, mais certains ne feraient rien. Alors, aujourd'hui, en 2020, il y a des centaines de millions de personnes qui ne font rien parce qu'ils sont dans la rue. Il y a 600 millions, peut-être 700 millions de chômeurs dans le monde. Le nombre de personnes inactives, qui n'a pas de rapport, enfin ça comprend les chômeurs plus d'autres personnes qui ont décidé de ne pas travailler, de ne pas agir concrètement, on va dire, dans l'organisation sociale, et qui sont en âge de travailler, hein, c'est plus de 25% par exemple en Europe, c'est de 27%. D'accord ? C'est-à-dire que le monde en général, de toute façon, arrive à tourner comme ça avec 75% des gens en âge de travailler. Même pendant le confinement, on a pu remarquer que le monde arrive à tourner dans ses fonctionnements de base avec peut-être que 15% des personnes qui travaillent. D'accord ? Donc déjà, ce n'est pas un critère. Ça, il ne faut pas l'utiliser comme excuse pour ne pas basculer dans un monde sans argent, d'en finir avec ce système-là qui détruit l'environnement et qui détruit la société. Ensuite, j'ai essayé donc de me renseigner auprès des sociologues, enfin, de ce qu'on peut avoir comme littérature sur le sujet. Si l'être humain, tu lui laisses la possibilité d'avoir un rôle social ou pas d'avoir un rôle social, il choisira d'avoir un rôle social. Tout simple. Donc ça fait partie des 14 besoins fondamentaux de Virginie Anderson, des besoins fondamentaux d'Abraham Maslow, de la fameuse pyramide de Maslow. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de se dire qu'on fait partie de la société, qu'on a besoin de nous, qu'on n'est pas celui qui ne sert à rien, que notre passage sur Terre n'aura pas servi à rien. C'est un besoin existentiel qui est extrêmement, extrêmement fort. Alors beaucoup se disent, oui, mais si nous avons ce besoin de rôle social, pourquoi personne n'aime aller travailler ? Mais si les gens n'aiment pas travailler aujourd'hui, ça ne remet pas en cause qu'on a besoin d'un rôle social, ça remet en cause les conditions de travail. Et pourquoi les conditions de travail sont aussi déplorables et qui fait que tout le monde est extrêmement, extrêmement angoissé au travail, tout est lié à l'argent. Le stress de faire du chiffre, la marge, le fait d'être en concurrence, on est tout le temps en pression. On a besoin de quoi ? Se loger, se nourrir, on a déjà des logements pour tout le monde, on sait faire la nourriture. Toutes ces choses, enfin on a cette modernité-là, on ne peut pas faire autrement qu'être en concurrence, se batailler, que mettre la clé sous la porte si jamais on n'a pas bien vendu. Enfin, donc il y a tout ce contexte-là. Donc si tu imagines, si tu avais un contexte où déjà on n'est plus en concurrence, où on peut tous échanger nos connaissances au sein de notre même activité, pas le côté dépôt de brevet, je garde secret parce que j'ai une superbe idée que je vais attirer les clients à moi. Donc l'échange d'informations, l'échange de partage de travail, qui fait qu'on travaillerait beaucoup moins, on arrête l'obsolescence programmée, on fait que du solide, que de l'intelligence, sans calculer les marges. À partir de là, oui, l'engouement sera forcément beaucoup plus naturel, même s'il ne concerne pas forcément tout le monde, il sera en tout cas déjà beaucoup plus naturel. Ensuite, je t'apprends rien que l'être humain est doté d'un ego, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est une très bonne chose, mais l'ego, ce n'est pas le côté d'être admiré. L'ego, l'importance de l'ego, c'est de donner une image positive de nous. Et personne n'aime se dire que tout le monde nous trouve con. Enfin, je veux dire, on est d'accord, voilà. Et donc, imagine s'il n'y avait pas d'argent, donc pas de chômage et pas de licenciement. Enfin, quelqu'un qui ne ferait rien devra l'assumer totalement de manière transparente que c'est un choix qui lui est personnel. Et même si personne ne lui met aucune pression, il ne peut pas se dire autre chose que je suis perçu comme quelqu'un qui n'a choisi de ne rien faire, de ne participer à rien, de profiter des autres, de ne pas faire ma part. Je pense que là, ça devient vraiment particulièrement compliqué. Mais là où on rentre dans une dimension qui est très particulière et qui est propre au système non marchand, c'est que, imagine un groupe de personnes qui travaillent et le petit groupe qui ne ferait rien. En supposant que vraiment ce soit problématique, hein, parce qu'il faut, je pense, arrêter de se focaliser sur ce truc-là, c'est pas grave s'il y a des gens qui ne font rien. Mais imagine ça, ceux qui ne font rien ne peuvent pas acheter à ceux qui font. Ceux qui font peuvent dire, non, excuse-moi, tu participes, voilà, tu te débrouilles. Voilà. Donc de toute façon, c'est pour ça que ce que je te disais un peu au début de notre entretien, c'est que plus tu cherches là-dedans, plus ce que tu penses être des freins, en fait, se retournent dans le sens inverse. Mais ça, on n'a pas le réflexe parce qu'on fonctionne dans notre développement cognitif et culturel. Il y a plein de conditionnements, comme tu disais aussi, par rapport à l'argent. Ouais. Ah oui. Mais rien que là, ce que tu développes, c'est des choses auxquelles j'avais déjà un peu réfléchi, mais j'avais jamais réussi à creuser autant. Même si ce que tu dis, ça paraît tellement simple en fait, mais il faut quand même beaucoup de réflexion pour en arriver à se dire, mais en fait c'est possible, quoi. C'est super.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnes du coup qui ont rejoint ton équipe? C'est quoi la principale raison du coup de ces personnes de venir, à part le fait de vivre dans un monde sans argent? Est-ce qu'elles ont vraiment quelque chose derrière, une motivation, où elles se disent ah mais un monde sans argent ça serait super parce que Alors je peux pas parler trop en leur nom, hein, parce que je connais pas forcément toutes les motivations, mais certains, pour eux, ils avaient eu le déclic avant, que moi je l'ai. Moi je suis presque un peu tardif là-dedans, hein. Moi jusqu'en 2012, c'est totalement logique, un monde avec de l'argent, hein. C'était un travail qui s'est fait plutôt progressivement. Donc j'ai rencontré pas mal de gens pour qui c'était une évidence, même des fois depuis l'enfance, hein. J'ai une amie qui s'appelle Camilla qui m'a dit, mais moi quand j'étais enfant je comprenais pas. J'ai dit pourquoi les gens se payent tous, voilà. Elle avait peut-être justement cette pureté qui n'était pas entamée encore par notre poids culturel. Mais après, il y en a, je pense, qui sont là pour l'aventure. Parce que mine de rien, c'est plutôt sympa de ce côté-là. ouais. C'est marrant de se dire qu'on est une génération euh, historiquement qui vivons à la fois le truc le plus effrayant, mais en même temps le truc le plus palpitant. C'est-à-dire que quoi qu'on va vivre, ça sera plus colossal que tout ce qu'on a pu vivre avant, que la chute du mur de Berlin, peut-être que la première, deuxième guerre mondiale, enfin, dans le bon comme dans le mauvais, mais c'est tellement beaucoup plus massif que tout ce qu'on a connu, ce qu'on connaît maintenant. Mais on a deux chemins possibles, soit la déroute, soit le revival, la renaissance. Et je pense que voilà, moi je vois vraiment plutôt qu'on est en état de renaissance parce que le monde bouge. Le problème c'est que le système est tellement étouffant que ça reste un peu en chrysalide comme ça, mais en tout cas, le monde bouge énormément, les prises de conscience deviennent de plus en plus fortes. Alors c'est vrai que parallèlement, on a les deux opposants, c'est-à-dire qu'on a une montée de tension, de violence aussi qui s'installe, mais l'un va avec l'autre, quoi. C'est vrai que je compare souvent en fait à un accouchement, quoi. L'accouchement a lieu quand le bébé il a ses organes qui fonctionnent et l'être humain a tous les organes qui fonctionnent en termes de connaissances. Nous savons absolument toutes les limites de notre planète, ce qu'on n'avait pas quand l'argent a été créé. On sait, bah voilà, il nous reste tant de pétrole, il nous reste tant de matériaux rares, il nous reste tant voilà, de forêts, mais on a une connaissance, on est des génies absolument dans tous les domaines. Et c'est donc là où tout est formé, qu'en fait le système devient trop étouffant au point de nous pousser à en sortir. Donc moi je vois vraiment l'image de l'accouchement, et c'est pour ça que moi, je suis très positif, malgré les difficultés qu'on a et les difficultés qu'on va avoir, parce que j'ai bien conscience que ça va monter en tension, mais plus cette montée en tension va accélérer, plus nous, on va accélérer aussi. Ouais. Voilà. C'est de façon, tant que ça restera confortable, c'est déjà pas mal inconfortable quand même, mais je veux dire, c'est encore trop confortable pour que voilà, monsieur et madame, tout le monde commence à se dire, bon allez moi je m'y mets aussi, mais il commence vraiment à se passer quelque chose de bien. C'est sûr qu'on a encore beaucoup de travail, devant nous, mais on a voilà, un côté qui est, quoi qu'il en soit, qui est très passionnant. Enfin, moi, je sais que je suis plus porté par enfin, à la fois parce que je pense que c'est important. Je voulais pas passer mon tour parce que je pensais me dire non, enfin, si tout le monde faisait comme moi en disant bon, j'ai une idée, mais bon, je la fais pas. Bon, ouais, voilà, je me suis dit non, ne passe pas à côté, fais-la, même si ça aboutira à rien, fais-la quand même, on verra ce qui se passe. Mais il y a à la fois, c'est pas qu'un côté on va dire, de devoir personnel de citoyen, il y a un côté que je trouve sympa au Messica, puis nous dans l'équipe on la ressent bien. J'ai croisé hier une femme qui venait de temps en temps aux réunions, qui m'a dit bon, qu'elle arrêtait un petit peu en ce moment parce qu'elle était un peu occupée et tout ça, mais puis je lui dis mais tu reviens quand tu veux, enfin bah oui, elle m'a dit c'est trop cool, enfin, super. On se retrouve, c'est une super bonne ambiance, ouais. On a l'impression de vivre quelque chose de fort, même si ça aboutit pas. Enfin, nous, on y croit bien sûr à 100%, mais rien que le fait de se dire que non, on est peut-être en train d'être témoin d'un truc qui est le plus grand basculement de l'histoire de l'humanité, dans le bon, que nous, voilà. Donc après, je peux pas te dire pour toute l'équipe, parce que l'équipe, elle a plus quelques petites ramifications, et des personnes qui travaillent avec nous que j'ai jamais rencontrées en vrai, par exemple, des traducteurs, des choses comme ça. Donc je peux pas connaître toutes les motivations de tout le monde, quoi. Par rapport à ça, justement, donc Mosika, bon, c'est français vu que c'est de toi que vient cette idée, mais est-ce qu'il y a des sites web qui existent maintenant déjà dans d'autres pays? Est-ce que vous avez fait peut-être des petites vidéos en mode reportage un petit peu sur comment ça peut fonctionner ou, Alors, alors, on a en fait, il y a le site qui présente le projet, qui est traduit, je crois, en 12 langues, quelque chose comme ça. On a sorti, il n'y a que 4 mois, une application
Alors, ce n'est pas une application qu'on télécharge avec le petit carré, hein, on appelle ça une application dans le sens que en fait, c'est un outil d'utilisation. Et donc, il y a un site qui est app.mosica.org. En fait, les gens peuvent dire tiens, je suis à tel endroit et commencer à former les assemblées. Donc, il y a le cœur de la première étape de créer notre autonomie d'organisation. Donc, on a quand même, je ne sais pas, 4000 adhérents qui sont sur 60 pays, quelque chose comme ça. Mais ça commence seulement à être actif en France parce qu'on a seulement cette plateforme qui est ouverte depuis 4 mois. Donc là, on est vraiment au tout début de quelque chose comme ça. Ensuite, de filmer, c'est impossible de filmer. Une fois encore, on ne peut pas créer un village de gratuité. On peut voir des villages qui sont autonomes au niveau alimentaire, mais une fois encore, c'est au niveau alimentaire. Ouais. Voilà, ils ne sont pas autonomes au niveau vestimentaire, au niveau des maisons, des habitations. Voilà. Donc on ne peut pas filmer ce truc-là. Mais il faut avoir en tête, parce que je sais que ça gêne les gens, ils me disent ce serait bien qu'on ait une expérience vraiment, voilà, que ça fonctionne comme ça à l'avance, mais c'est propre au changement de paradigme. C'est tant qu'on n'aura pas plongé dedans, on ne peut pas le voir avant, c'est pas possible. Si tu n'es pas bien dans ton job, tu as passé un entretien, tu as été accepté, je disais, tu ne le connaîtras pas avant d'y aller, c'est pas possible. Tu connaîtras 0,01% de tout ce que tu vas vraiment découvrir, tes collègues, etc. C'est pareil si tu es avec un conjoint, comment ça se passerait si j'étais avec une personne ou je sais pas quoi, tu ne peux pas savoir avant. Et ça, c'est propre au changement de paradigme. Et ça, c'est pour moi très important parce que dans toute situation inconfortable, il y a toujours deux choix. Soit on améliore la situation dans laquelle on est, soit il y a la rupture. On doit partir sur autre chose. Humainement, tout le monde, on a l'habitude de vouloir rester, surtout quand c'est un truc qui est installé, qui est ancien, le système monétaire, tu vois, plus de 2 millénaires, mais plus c'est installé, plus c'est ancien, plus on rechigne en fait à rompre. Si tu as ton premier encart et que ne te plaît pas, c'est pas difficile de dire il n'y a pas de deuxième. Si ça fait 3 semaines, c'est pas très compliqué. Si ça fait 30 ans avec 2 enfants, c'est voilà. En fait, le facteur temps va jouer sur une décision qui devrait normalement pas presque être aussi simple qu'au début. En fait, ouais, si t'es pas bien avec la personne, voilà, si elle est violente avec toi, elle est violente avec toi. Donc mais le facteur temps fait que je sais pas si on s'encoute ou si c'est le fait d'être dans sa zone de confort, je peux pas trop savoir, c'est le changement de repère. Tu rencontres quelqu'un récemment, tu as encore la fraîcheur de savoir comment c'est sans lui, quoi. Quand c'est très installé. Et le problème, c'est l'omniprésence de l'argent, quoi. Tu pars en vacances, combien de sous il me reste sur le compte? Je pars pas. Enfin, tout dépend déjà de ce que tu as sur ton compte. Et quoi que tu fasses, il y a toujours cette transaction financière. Tu vas voir quelqu'un, il y a toujours transaction. Donc c'est pour ça que c'est totalement inimaginable et que la plupart des gens, quand tu leur parles d'un monde sans argent, vont te dire que c'est utopique. Et simplement, ils confondent incapacité à pouvoir réaliser dans sa tête avec impossibilité de réalisation réelle. C'est deux choses qui sont vraiment très très différentes. Le cerveau bug parce que c'est inimaginable, on ne peut pas de façon l'imaginer en un instant. Moi j'imagine très bien, mais il m'a fallu des mois et des mois pour en fait mettre toutes les pièces du puzzle, et encore, j'ai forcément des zones d'ombre mais qui ne sont pas dans la négativité, dans le sens que ça ne marchera pas, mais de savoir quels sont les choix d'organisation de l'Italie par rapport à la France. S'il n'y avait pas d'argent, il faut des trucs. Beaucoup plus loin, ouais. Ouais, c'est de me dire il y aura quand même des différences culturelles qui vont faire qu'on va forcément retrouver quand même nos pattes nationales. Et donc, il faut bien avoir en tête voilà, que soit on reste dans ce système-là, puis on essaie de l'améliorer. Et là, je pense que vraiment, croire qu'on va l'améliorer, c'est vraiment s'entêter. C'est-à-dire de croire que là, une prochaine manifestation, ça va être l'ultime manifestation qui va fonctionner. Je pense que vraiment, on s'entête. Sur une manifestation, c'est pas très compliqué pour les dirigeants. Il suffit juste d'attendre. Les gens, ils se fatiguent. Après, les autres personnes en ont marre. Ça devient plus populaire. Et puis après, à un moment, ça s'arrête. Il faut juste qu'ils jouent la montre, qu'ils jouent à chaque fois. Attendez, on est en train de discuter, on est en train de faire des pourparlers. Et en fait, il suffit de jouer. Voilà. Donc, de toute façon, moi, ça fait vraiment 40 ans que je suis sur Terre. J'ai vu des présidents de gauche, Mitterrand, droite, Chirac, gauche, Hollande, Sarko, tout ça. De centre, Macron, j'ai vu plein de présidents dans d'autres pays, j'avais vu des manifestations, printemps arabe, les nuits debout, les gilets jaunes, qui sont, tout ça, il y a des choses qui ont été formidables, mais la trajectoire n'a pas bougé. Globalement, le train il va exactement dans la même direction à travers les décennies, et même à travers les siècles. Les riches sont toujours de plus en plus riches, il y a toujours de plus en plus de pouvoir, on est toujours en train de se vendre, etc. Il y a toujours de la misère à côté, ça ne change rien. Donc il y a un moment où c'est un moment aussi, d'ailleurs qui est assez unique, c'est qu'on est en train d'assister en fait à une sorte de sursaut. On doit surpasser en fait une partie de notre mental en fait pour dire
faut sortir de là, quoi. Ouais, faut se réveiller. C'est ça, faut sortir de là. Et pas croire que... Et en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que personne ne croit que ça va changer de toute façon. Tout le monde sait que ça ne va pas changer comme ça, qu'il faut quelque chose de très particulier. Et c'est pour ça que beaucoup pensent qu'il y aura une révolution. Parce que, à défaut de pouvoir fonctionner en votant, en manifestant, en signant des pétitions, etc., en faisant des dons, en changeant sa façon de consommer, donc beaucoup de gens se disent, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est la révolution. La révolution, c'est quoi? C'est des morts, et surtout, c'est pas de plan. Il y a pas aller tous avec des fourches dans la rue, je sais pas, oui, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? C'est quoi l'organisation d'après? Donc c'est désorganisé. Et en fait, c'est là où il y a cette petite porte de sortie que personne n'entrevoit, c'est non, arrêtez de vouloir utiliser l'argent de telle manière, là, c'est jetons tous. Carte bleue, chéquier, moyen de paiement. Ne les utilisons plus. Et là, instantanément, le jour où on fera ça, instantanément, 265 000 milliards de dollars de dette, fini. Ouais. D'accord. Les inégalités, fini. La pyramide des richesses, fini. Et qu'est-ce qui restera? Eh bien, la planète, la faune, la flore, tout ce que l'on a construit, des routes, des logements, toutes nos connaissances. On ne perd rien de ce qui est essentiel. On perd juste nos problèmes. J'adore ça, là, c'est vraiment un paf, quoi. la phrase. Punchline. C'est ça. Mais cette question que je m'étais posée, mais bon, je pense que tu as un petit peu répondu, mais toutes ces personnes qui ont cette sorte de formation, on va dire, quand elles rejoignent Mosika, quand elles discutent entre elles, est-ce que ces personnes-là, elles arriveront mieux à passer du coup cette étape, s'il y a quand il y aura, parce que si, ça, c'est sûr que ça va se passer, mais quand il y aura cet effondrement, le fait d'avoir déjà toutes ces idées mises en place, avoir des relations avec des personnes qui font déjà des trucs gratuits entre elles, est-ce que ce sera plus facile pour ces personnes-là de se dire, bon, ok, tout s'est effondré, maintenant on lance le truc, quoi. Ah non, le projet Mosika est beaucoup plus anticipatoire que ça. Le projet Mosika, c'est pas jetons les moyens de paiement et voyons ce qui se passe, hein. C'est justement, pendant cette étape, c'est déjà là, c'est de réfléchir avant à qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. C'est déjà ça. Nous, on propose en fait certaines bases pour qu'on y voit un peu plus clair. Comment fonctionne globalement une société s'il n'y a pas d'argent? Pour nous, si on veut et qu'on a justement cette chance d'avoir une nouvelle page blanche, repartons sur des bonnes bases. Il ne faut pas qu'il y ait certaines personnes qui fassent des activités qui leur plaisent, comme la naturopathie, des choses comme ça, voilà, et de se dire, bon, tout ce qui est très désagréable ou qui pue ou je sais pas quoi, tant pis, il va bien falloir trouver des personnes et ça sera d'autres personnes. Donc tout le monde, principe de base, équité, tout le monde est libre d'aller dans le secteur de son choix, en sachant que donc dans chaque secteur, il n'y a plus la concurrence, donc les secteurs peuvent serrer les coudes, partager les connaissances, etc. Secteur de l'enseignement, secteur de la recherche, secteur de la santé, et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait du bol de ce que personne n'a envie de faire? Bon, déjà, on peut automatiser autant que possible, sans avoir peur de faire perdre des emplois. Mais le truc, c'est que, voilà, équité, si on ne trouve pas de volontaires, tout le monde participe un tout petit peu. Ce qui joue sur deux plans. Le premier plan, c'est que si on divise une tâche qui est pénible, est-ce qu'elle sera encore pénible à la fin pour chaque personne? C'est-à-dire que si tout le monde nettoie son coin de rue, je veux dire, à partir de là, tu le fais une fois par semaine, tu ramasses juste les trucs, et il n'y a personne qui est éboueur. Enfin, voilà. Et encore, le truc de l'histoire du éboueur, parce que c'est sur l'exemple qui nous vient en tête, et j'ai déjà vu en fait pendant des conférences des gens qui me disent, ah non, mais moi je veux bien, moi que ce soit mon truc, moi j'adore être dehors, machin, qu'il pleuve, machin, si je peux nettoyer. Je fais pas ça tard le soir, si vous voulez, je fais peut-être ça un peu en journée, machin, mais en fait, non, on se rend pas compte qu'il y a plein de gens. Enfin, moi je connais une infirmière, elle, c'est accompagner les gens en fin de vie, où elle va faire le nettoyage du cadavre, et vraiment elle me dit, j'aime ça. Enfin, tu t'imagines pas en fait que voilà, il y a quand même des vocations un peu partout. Mais donc, il y a la première chose, c'est de se partager la tâche, ce qui fait que ça devient moins difficile pour tout le monde, si on n'arrive pas encore à automatiser. Mais aussi, le fait de faire quelque chose quand c'est la même règle pour tout le monde, c'est plus acceptable. On n'est pas le dindon de la farce de l'histoire. D'accord ? Donc, les gens se disent, oui, mais s'il y en a un qui n'a pas envie de faire, etc. On en revient en fait à ce fameux, entre guillemets, contrat social, c'est-à-dire qu'il a quand même besoin des autres, il ne peut pas les payer. Donc, les autres peuvent lui mettre un petit rappel en disant, écoute mon gaillard, on fait tous le jeu, si tu ne fais pas le jeu, tu peux, hein. D'ailleurs, par contre, tu te débrouilles. Voilà, donc, il y a toujours cette possibilité de pouvoir faire ça. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je dis par contre, on a cette possibilité de pouvoir cadrer, entre guillemets, s'il y avait ce type d'abus. Donc, les bases, c'est celle-là. Les bases de l'accès, parce que si on n'achète pas, comment on accède aux choses. Mais déjà, c'est très bien de ne pas laisser les gens, en fait, acheter comme ça, parce que maintenant, on sait qu'on a des limites au niveau des ressources planétaires.
Donc, si on veut être vraiment des vrais gestionnaires de nos ressources, c'est pas chacun prend ce qu'il veut. Donc, de toute façon, il faut partir. Donc, on a quoi comme ressources, combien veut quoi. En fait. Donc, c'est un truc qui part déjà des ressources pour voir après vers l'individu. Donc, deux gros cas de figure. Soit on est dans un contexte, on parle de quelque chose qui est soit très important, soit hyper abondant, la nourriture, l'eau, des choses comme ça. Dans ce cas, on partage. Donc, rien de très compliqué, une division, voilà. Bien sûr, il peut y avoir des modalités. On ne va peut-être pas donner la même quantité de nourriture à un nourrisson de 2 ans qu'à un mec qui fait 115 kg, qui est rugbyman. Voilà, mais en gros, voilà, partage. Si on parle de quelque chose maintenant qui est rare ou qui est indivisible, un logement qui se libère, eh ben, en fait, on discute ensemble. Il y a combien de dossiers qui sont intéressés par le logement-là? 20 personnes. Ah, tiens, bah, il y a 3 chambres, c'est peut-être pas être pour le célibataire. Tu vois, c'est un plein pied, peut-être pour la personne âgée. Donc, mais ce qui rend le truc beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intelligent en termes d'organisation de société, que de le donner au plus offrant. Le plus offrant, est-ce que c'est lui qui en a vraiment besoin ou pas? Enfin voilà. Et en fait, de pouvoir le donner au plus utile, ou par un simple tirage au sort, en fait, ça va faire une société qui va être encore plus précise en termes d'organisation de cette manière-là. Donc, tout ça, nous, ce qu'on propose, c'est dès aujourd'hui, d'aller faire ces assemblées de quartier, de créer ce système de gestion qui est totalement autonome, qui ne dépend pas de la volonté des dirigeants, de prendre l'habitude de pouvoir en fait communiquer, de pouvoir nous entraider, de nous connaître aussi, de oser demander un service à quelqu'un, d'accord, voilà. Ouais. Mais aussi, c'est là où tu vas voir que dans ton quartier, au lieu de faire appel à un plombier qui va prendre sa voiture, faire 20 km, tu as peut-être ton voisin qui va pouvoir te réparer ton truc. Mais il faut bien s'imaginer qu'on a un effondrement positif, enfin un effondrement en tout cas de notre système qui va arriver. Et donc, imagine en cas de crise, c'est pas avec les gens sur Facebook que tu vas pouvoir te organiser. Il faut que tu connaisses absolument tes voisins. Enfin, quand je dis voisins, c'est pas forcément les voisins immédiats, ils sont peut-être pas de ton avis, mais des gens qui sont pas très très loin dans ta ville, etc., que vous avez des compétences, vous avez des connaissances. Connaissez-vous déjà avant? Sachez quel est votre potentiel humain là-dedans. Il y a des jardins que vous pouvez avoir, il y a des outils que vous pouvez vous prêter. Donc il y a tout ce truc-là où on se prépare, on se retrouve dans les assemblées de quartier, et on essaie de déterminer à l'avance qui peut bien faire quel secteur. Et on pourra de toute façon basculer que quand on saura qu'il y a tous les secteurs en fait qui sont assurés. Donc de toute façon, dans le projet Mosica, il ne peut pas y avoir de risque, parce que de toute façon, on ne passera pas au monde sans argent si on n'est pas sûr que ça sera fonctionnel. C'est qu'on sera sûr qu'on sera suffisamment nombreux avec toutes les compétences nécessaires pour que ce soit fonctionnel. Donc il y a ce phénomène anticipatoire qu'on propose. On propose 3 étapes. Donc la première, c'est celle-ci. La deuxième, qui peut se révéler facultative, serait de continuer notre activité d'aujourd'hui, mais sans utiliser l'argent. D'accord. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple pour tout le monde, tu n'as pas besoin de refaire une reconversion immédiatement, que la société tournera comme elle tournera, et qu'après on aura tout le loisir en fait, de pouvoir faire l'étape 3, qui est donc la mise en place de ce qui a été entendu ensemble pendant l'étape 1. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est on sent tout de suite le côté humain qui revient, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, même moi, je trouve que le côté humain a beaucoup disparu. Enfin, il y a toujours ce côté humain, mais c'est à travers un écran de plus en plus. Surtout là, avec le confinement, tout le monde derrière les ordis. Alors que là, justement, ça incite les gens à se retrouver entre eux, avec des gens de proximité, et ça reconstruit un peu ce phénomène de tribu dont je trouve qu'on a vraiment besoin. Enfin, moi, je le sens en tout cas, souvent, c'est ce que je dis à Mohamed, je lui dis, mais moi, je rêve d'une tribu, je rêve de vivre dans une tribu, pas parce que ça me plaît de vivre dans la nature, avec plein d'insectes autour et tout, mais j'aime être entourée en fait, et pas juste avec un écran et des gens derrière que je vois jamais. Et là, tout de suite, il y a le contact direct, quoi. Ça change, déjà ça, c'est important. C'est doublement important parce que moi, à un moment, j'habitais dans un immeuble où il y avait la guerre entre mon voisin du dessus et mon voisin du dessous. Mais la guerre, ils se détestaient, c'était un truc de folie. C'était un acharnement entre eux qui a duré longtemps avec avocats, tout ça, etc. pour des histoires, peu importe, ça n'a pas trop d'importance, quoi. Et à chaque fois qu'il y en a un qui me voyait, il me prenait à partie. Car vous vous rendez compte ce qu'il a fait l'autre, machin, puis dans les deux sens. Puis à un moment, on s'est retrouvés un peu en réunion, puis on m'a demandé mon avis. Je disais, mais moi, ça va bien, moi. Puis je voyais ceux du dessus comme ceux du dessous, ils me regardaient avec des yeux comme ça, tu prends pas parti. Je dis, non, mais moi, quand je rentre chez moi, j'ai envie d'être bien, moi. J'ai pas envie, en fait, de cette énergie, quand je croise quelqu'un, de me sentir, je sais pas, agressé ou pas bien, ou, etc. Surtout que pour moi, c'est des broutilles. Pour le truc, ça, c'est des problèmes d'orgueil, je sais pas quoi. Mais voilà, il y avait vraiment pas un truc qu'il fallait se lancer dans une guerre comme ça entre eux.
Mais c'est vrai que dans son quartier, en fait, pour avoir vécu dans ce quartier avant très longtemps, en fait, au bout d'un moment, on se dit bonjour à force de voir les mêmes têtes, alors qu'on ne s'est jamais parlé. Mais ah oui, bon, c'est que le voisin qui habite là-bas, etc. Mais plus on se connaît effectivement dans le quartier, plus on se sent bien dans notre vie. De toute façon, le fait de pouvoir aussi demander un service au lieu que d'aller galérer un dimanche à trouver une supérette fin fond de la ville ou je sais pas quoi, demander un service parce qu'on connaît simplement les personnes qui sont autour de nous. On fait beaucoup plus solide, on fait plus d'obsolescence programmée. Tu enlèves tous les secteurs de la publicité, c'est-à-dire que tu n'as plus cette incitation parce que voilà, tu enlèves les prix dégressifs. Ça, c'est vraiment l'absurdité la plus totale. Tu sais, quand tu achètes, je sais pas, 5 bouteilles, on t'en offre une de plus. Quand tu achètes une de plus, c'est con, mais on te paye pour consommer plus. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire au niveau écologique. Tu vois, on n'a jamais vu un magasin, même bio, où sur la caisse enregistreuse, c'est marqué pensez à la planète, diminuez vos achats. Oui. Voilà, on a toujours cette barrière-là. Mais imagine qu'on pourrait avoir déjà des choses simples, des choses d'aujourd'hui simples, la technologie d'aujourd'hui, mais avec des choses qui seraient plus solides, plus simples. Tu as tous les métiers qui servent à rien. Tu as aussi toutes des. C'est Pierre Rabhi qui raconte souvent ce truc-là dans ses conférences. Hein. C'est un camion une histoire vraie, hein, d'un carambolage qui a lieu au milieu de la France, d'un camion qui ramène des tomates de la Hollande vers l'Espagne et l'autre de l'Espagne vers la Hollande. Puis on en a plein, des choses comme ça. Il y a des crevettes qui sont pêchées dans la Manche, décortiquées en Thaïlande et revendues en France. Il y en a plein. Donc t'imagines, bien sûr que là, il y a un bon au niveau écologique qui est le bon. BON. Le bon. Qui est le bonbon, voilà. Mais qui est vraiment le bon parce que en fait, c'est la nécessité. Du moment que de toute façon, on se paye les uns les autres, qu'on se facture les uns les autres, on se met des charges financières les uns les autres, on se met une pression financière qui veut que pour être assuré, on va essayer de gagner de l'argent, d'en mettre d'un côté, donc d'inciter l'autre à consommer. On ne peut pas, en fait, séparer le système marchand de ça. Même toutes les formes de monnaie, je salue humainement ceux qui pensent aux monnaies libres, aux monnaies locales, etc. Mais non seulement ça ne va pas supprimer la pyramide des richesses, les 1% sont toujours aussi riches, ça incitera toujours les gens qui font de l'obsolescence programmée à faire de l'obsolescence programmée. Il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. C'est pas suffisant d'avoir des... Mais c'est quoi en fait, pourquoi tu sais, quand tout à l'heure je faisais la liste de tout ce qui disparaît s'il n'y a plus d'argent, et que la comparatif avec les autres alternatives, en fait, montre que les autres ne peuvent pas faire ça. Bien que je soutienne notre façon de consommer, on doit vraiment la changer sur la viande, etc. Ça, j'en remets pas en question ça. Mais parce que la plupart des alternatives, c'est essayer de rajouter quelque chose dans la société pour la transformer. Mais quand tu rajoutes quelque chose, tu n'enlèves pas ce qui a été construit. Et c'est ça le problème. En fait, je suis désolé pour l'image, mais en fait, c'est saupoudrer de sucre un gros gâteau de merde, en fait. C'est le truc, c'est que ça peut pas enlever les dettes qui sont accumulées, je suis désolé, mais ça peut pas, c'est pas parce qu'on va rajouter quelque chose de nouveau aujourd'hui que ça va enlever les dettes qui sont accumulées, les inégalités qui sont accumulées, le système structurel qui est là, ça n'enlève rien à ça. Donc il faut pas penser c'est bien, enfin, il y a des choses à améliorer dans le sens de rajouter des trucs, mais il faut défaire. Repartir de zéro, appuyer sur le bouton reset, tourner la page. Enfin, voilà. On ne peut pas le transformer, ce truc-là, et le diluer en quelque chose qui va être à l'opposé de ce qu'il est aujourd'hui. Il faut couper le cordon. Ça, je trouve ça très bien comme message que tu passes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront dire, et puis moi j'aurais peut-être pensé ça il y a des années, encore c'est pas sûr, mais que c'est extrême. Mais d'un autre côté, si on sort de cette illusion que consommer un peu moins de viande et acheter seconde main, ça va sauver la planète, on sait très bien que c'est pas vrai. Enfin, ça peut aider, mais si tout le monde le faisait, ça serait déjà bien, mais même si tout le monde le faisait, il y aurait encore toutes ces choses qui sont liées à l'argent qui ne vont pas. Et à un moment donné, ce qui est appelé extrême, en fait, c'est juste revenir au bon sens et se dire, soit on fait ça là d'un coup, soit la Terre, on disparaît tous, quoi. Pas la Terre, mais les êtres humains. Oui. Mais en fait, le côté rupture, le côté radical de l'idée, pour beaucoup, ça résonne comme une sorte de violence. Un truc, tiens, c'est violent, toi. D'un coup, tu coupes le machin, mais imagine une femme qui est avec un mari violent, quoi. La rupture, c'est pas violent. La rupture avec ce système n'est pas violent, au contraire, c'est l'émancipation à l'état pur, quoi. C'est ça. En fait, c'est l'illusion totale et la violence, c'est de rester avec ce mari violent et de s'imaginer que petit à petit, peut-être si je suis un peu plus gentil, peut-être que machin. Non, il n'y a pas de compromis à faire avec ce système-là. Il n'y a pas de compromis. Il ne va pas s'améliorer. De toute façon, si tu as quelque chose qui est autour d'un équilibre, tu peux essayer de penser. Mais là, en fait, il y a une échappée des dérives je veux dire,
si je dis pas de bêtises, hein, les dettes mondiales, début des années 2000, on était peut-être à 20 000 milliards. On est à 275 000 milliards. Je sais pas, en 20 ans, on a multiplié par 10. Les inégalités, il y a 5 ans, on disait que les 1% avaient autant que la moitié de l'humanité. Dernier truc de l'Oxfam, les 1% ont 2 fois plus que 6,9 milliards d'êtres humains. On n'arrive pas à le comprendre, mais par contre, ce truc, c'est que ça ne augmente pas doucement, c'est un truc exponentiel. On est dans une échappée voilà. Donc ça, penser que ça va revenir, voilà. Et du moment qu'on a conscience de ça, on comprendra que voilà, et ce choix-là, par contre, c'est à tous de le faire, quoi. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas tout seul. Oui. De toute façon, on est fait pour s'entraider. Là, à un moment donné, il faut que tout le monde commence à bouger, sinon... Mais c'est un choix qui doit être collectif. On me dit, ouais, mais il n'y aura pas tout le monde, on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin d'un grand nombre, on n'a pas besoin de tout le monde. Mais je sais que beaucoup, ça les freine. Et la grande erreur, c'est de toujours être sûr que ça va marcher pour pouvoir avancer. C'est Mike Horn qui disait que pour se mettre en marche, il faut 5% de réponse, le reste viendra en chemin. Ceux qui veulent 100% de réponse restent sur place. Et c'est un tel problème, vraiment, avec mes patients, c'est le nombre de patients qui sont dans un cas où ils restent bloqués pendant des années parce qu'ils veulent être sûrs que le changement est à la hauteur de leur attente. Donc en fait, il n'y a pas d'avancée. Nous, typiquement, il ne faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire que là, il y a trop de questions, il y a trop de choses. Il faut absolument se mettre en route. Et c'est pour ça que pour chez Musca, il y a quelque chose de simple, c'est de se retrouver dans ces assemblées. Parce que dans tous les pays, c'est très facile de pouvoir se retrouver avec des voisins, dans un garage, dans une MJC, ou dans la rue, dans un parc, etc. Et de se retrouver absolument partout, de créer cette masse-là. La masse attire la masse. Il n'y a pas besoin d'argent pour se retrouver. Donc c'est pour ça que je parlais en quelques années, vraiment, on peut basculer dans un système non marchand si on fait une très bonne communication, si voilà, on y va. Mais beaucoup de gens se disent, ouais, mais les gens, ils ne vont pas y arriver, ils ne viendront pas, ou je ne sais pas quoi, tout ça. Mais déjà, premièrement, parle quand on nom. Première règle, ne parle pas au nom des autres, tu ne les connais pas. Tu ne peux pas imaginer ce qu'ils ont dans leur tête, parce que j'entends que ça, en fait. Ah oui, moi oui, mais les autres non. Ouais. Vous êtes tous en train de me dire oui, donc c'est qu'en gros, tout le monde le veut, quoi. Mais il faut bien avoir en tête le potentiel. Partons du principe que tout le monde veut... c'est que l'être humain, il est mauvais, il est égoïste. Ok, s'il est égoïste, il a intérêt à le faire. Parce que combien de personnes, à votre avis, aimeraient bien ne plus avoir de facture dans la boîte aux lettres, ne plus être stressé par l'argent? À peu près 100%. Qui aimerait bien ne plus être en concurrence, d'aller travailler, même si on ne pourrait plus appeler ça un travail, mais quelque chose voilà, en paix, cool, logique, puis l'absurdité, puis le dirigeant. À votre avis, on est combien? Donc, c'est pour ça que les 100%, on les aura peut-être pas, mais faut pas sous-estimer, et surtout que, même si oui, c'est pas forcément évident pour tout le monde, que ça peut nécessiter du temps, c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs cette vidéo, pour un peu expliquer tout ça, mais le système va rendre, si vous trouvez déjà que c'est étouffant en ce moment, croyez-moi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va que monter, ça va être graduel pour tout le monde. Donc après voilà, c'est le temps qu'on mettra à accepter notre destin, qu'un jour on va être libre de l'argent. Le plus tôt c'est le mieux pour l'environnement, mais c'est pas tout, je pense que ça viendra un peu plus tard. Ouais, totalement. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter que je t'ai peut-être pas demandé? Parce que c'est vrai que j'avais pas forcément demandé à d'autres personnes de m'apporter des questions, ou si tu as pensé à quelque chose peut-être non? Parce que c'est vraiment complet, mais... C'est profond. C'est profond, ouais. Il y a quelque chose auquel tu penses qu'on n'aurait peut-être pas évoqué, qui te paraît important? Par rapport peut-être juste au projet en lui-même, ou comment mettre les choses en place, ou... Il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui adhéraient vraiment à l'idée, mais qui n'allaient pas pour autant faire le pas d'après. Ne l'oubliez pas, quoi. C'est pas comme toi, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, si ça vous parle, si ça résonne, il ne faut pas être en état de dire ah tiens c'est bien, puis dans 2 mois d'être encore ah tiens c'était bien. C'était bien, c'est comme ne rien faire du tout en fait. Voilà, c'est l'action. Je pense que si je devais donner un dernier message comme ça, c'est que vous avez entendu mon discours. Il y a 2 possibilités. Soyez raisonnants en vous, et dans ce cas-là, n'attendez pas. Venez tout de suite sur le site, on commence et on y va, on fait accélérer le truc. Soit vous doutez de ça. Dans ce cas-là, posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous certain que ça sera mieux en restant dans un système monétaire?
Si vous trouvez ça risqué de supprimer l'argent, quel risque estimez-vous de rester avec l'argent? Posez-vous les bonnes questions et si vraiment, vraiment, vraiment vous êtes sûr, ok, il n'y a pas de souci. Mais essayez d'en être sûr parce que c'est vraiment, on joue tous les enjeux là. Que vous pouvez en plus vous aider, c'est ça. Mon message, c'est que c'est pas, je fais pas fait pour nous. Voilà, la plupart de ceux qui entendront ce message-là, je sais qu'ils sont en souffrance, tout le monde est en souffrance en ce moment, enfin, en plus ou moins stress. Hein, les personnes, sont même celui qui a absolument tout pour lui ne peut pas être épanoui dans une société comme celle-là. Tu sors dehors, tu as les tronches, tu as tout ce que tu veux, tu as cette oppression, ceux qui t'appellent pour demander des trucs en permanence, ça n'a pas de sens. Cette société n'a pas de sens. Donc c'est pas, il faut pas venir pour me faire plaisir, hein, il faut faire pour vous. Quoi. Si ça résonne. Pour vos enfants, voilà, si ça résonne en vous. Il faut bien avoir en tête qu'on est... Maintenant que vous avez entendu le discours, de toute façon, vous êtes responsable d'une chose ou de l'autre. Parce qu'on a des infos. Maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière et je vous responsabilise. Hein. C'est-à-dire que si vous venez, vous allez contribuer à ce qu'on en sorte. Si vous ne venez pas, vous contribuez à ce qu'on y reste. Vous ne pouvez pas être neutre, vous ne pouvez pas être la Suisse, vous ne pouvez pas être sur notre planète. Hein. Vous êtes sur la planète, si vous avez entendu mon discours, vous allez avoir une responsabilité d'y rester ou d'en sortir. Ouais. Et puis au-delà de, même si l'argent c'est vraiment le gros truc qu'il faut enlever, au-delà de ça, je pense que beaucoup plus de gens qu'avant, même ceux qui avaient l'air un peu, désolé pour le terme, endormis, on va dire, enfin de mon point de vue en tout cas, même si j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop un jugement, mais tu sens qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens, même là tout à l'heure j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu des publications de personnalités publiques françaises, des acteurs, qui ont dit mais vous vous rendez pas compte qu'il y a un truc qui va pas en ce moment, qu'il y a une grosse manipulation, et je me suis dit purée, ça y est, les acteurs commencent à en parler, les chanteurs commencent à en parler enfin. Et je me suis dit tant mieux, parce que quand c'est qu'un petit groupe de personnes, ça peut faire changer les choses, et c'est souvent le petit groupe qui fait changer la masse d'ailleurs. Donc on est rassuré pour le changement futur. Mais quand c'est des personnalités qui sont plus influentes, les gens ils ont confiance parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les aiment, qui sortent des trucs comme ça, là d'un coup il y a une grosse masse qui se dit ah tiens c'est bizarre, lui aussi il en parle alors qu'il est censé, il est pas complotiste, tu vois. Mais là, je pense que c'est la période, dans les années qui vont suivre, de toute façon, ça ne peut que changer. Enfin, ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible. Non, ça fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des dirigeants, tout ça, mais mettez-vous à leur place, c'est peut-être eux qui ont plus peur de nous. Je pense qu'ils doivent être comme ça en ce moment. Ça va pas être simple. Hein. Ils sont pas si sereins que ça. Quoi. C'est pas... ils peuvent la jouer comme ça, mais je ne suis pas du tout certain qu'ils soient sereins avec ce qui se passe. Ils ne feraient pas tout ça s'ils étaient sereins, à mon avis, parce qu'il y a de plus en plus de restrictions, tout le temps des choses qui changent et qui n'ont aucun sens, et les gens s'en rendent bien compte. Là, dans les écoles, les élèves qui doivent porter les masques et être à distance, des enfants de 5 ans, qui sont à distance, mais à la cantine, tout le monde est ensemble, ils n'ont pas leur masque. Enfin, tu dis, mais... Bon, à un moment donné, voilà, c'est peut-être pas très logique. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'étonne le plus, en tant que professionnel de santé, je trouve, protéger. Je porte mon masque au travail, et j'ai eu des amis qui ont été touchés par le corona. Je sous-estime pas ça, mais c'est vrai ce qui est très étonnant, c'est que c'est cet acharnement pour cette pathologie-là qui fait beaucoup moins de mal que d'autres pathologies dont, ça fait des années, on ne se préoccupe pas. On ait des pubs pour l'alcool partout, l'alcool c'est un désastre, quoi. C'est ça. Et donc du coup, soit ils sont vraiment très incompétents, soit c'est vrai que c'est très... c'est vrai que l'histoire des manipulations, moi j'aime bien, je sais pas si c'est vraiment de Franck Lepage, mais j'ai entendu Franck Lepage dire ça, voilà, en fait il y a deux erreurs avec les théories du complot, c'est la première c'est d'en voir partout, la deuxième c'est d'en voir nulle part. Mais c'est vrai que ça dit dans les théories, je n'adhère pas à toutes les théories, loin de là, il y en a quelques-unes qui passent pas mal farfelues, mais le truc c'est dans les théories, il y en a 10 000, il y en a plein, voilà. Mais par contre, il n'y a personne qui se dit, là, à cette heure-ci, que les dirigeants, ils doivent essayer de faire quelque chose pour nous aider. Donc à partir de là, tout le monde est complotiste. Tout le monde se dit qu'en fait, les dirigeants ils ne servent qu'eux-mêmes, ils complotent quelque part leur propre souveraineté, de toute façon, contre les intérêts des peuples qu'ils sont censés défendre. Et je connais personne dans aucune classe sociale, de gauche ou de droite, qui se dit que les dirigeants, ils ont une forme d'empathie ou d'altruisme qui devrait être la leur. Donc à partir de là, on est tous quelque part, je pense, un peu complotistes, en fait. C'est ça. Je crois. Ok,
Ok, super. Bon. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi, C'était merci à vous. super intéressant. Enfin, je m'imaginais pas un truc aussi. Je pensais pas qu'il y avait autant de connaissances et que c'était déjà autant concret en fait. Enfin, Du coup, je trouve ça génial, toutes les réponses que tu as apportées. J'ai même plus de questions et d'habitude j'en ai encore tellement, mais alors là je me dis, mais c'est bon en fait, c'est clair quoi, c'est bien cadré. Ah oui, j'ai bien réfléchi le truc. Ouais. Ah ouais, franchement. Je l'ai creusé. Je pense que ça va intéresser aussi parce que c'est vraiment super intéressant. Génial. Bah merci beaucoup Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe. Qui est venu gratuitement, qui m'a rien fait payer. Hein, voilà, ça commence bien. C'est bien apprécié, oui. Bon, autre chose, là, c'est dans le Mossica, personne n'a pris 1 euro. Hein, voilà, de quoi? Au Mossica, personne, on n'a jamais, s'est jamais oui. fait. Non, mais c'est tout bête, mais on est, parce que c'est une association de 1901, enfin j'ai voulu faire ça, je ne sais même pas pourquoi c'est vraiment nécessaire. Mais en fait, quand j'ai dit, en fait, on n'a pas de trésorier pour l'enregistrement. Il n'y a pas de trésorier. Nous, on n'a pas de trésorier. On n'a jamais vu ça. Non, on n'a pas besoin de trésorerie parce qu'on ne vendra pas d'argent. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait d'appel aux dons ou quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'on n'a pas de dépenses, mais on fait entre nous si on doit en faire un petit peu. Et puis, voilà. Donc, on veut vraiment montrer aux membres qu'il n'y a pas d'intérêt financier. Donc, ne nous envoyez pas d'argent. C'est rare, vous n'entendrez pas ça souvent. Plus dans le futur en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. Merci.